Cet homme, c'est Dietrich Mateschitz, le cofondateur de la fameuse marque ailée de boissons énergétiques Red Bull. Au début des années 2000, Red Bull cherche à se diversifier et à élargir sa cible, majoritairement adolescente, pour toucher des consommateurs plus âgés. Dietrich Mateschitz lance alors une série d'investissements dans un domaine pour lequel les jeunes actifs se passionnent, le sport. En 2004, il rachète l'écurie de Formule 1 Jaguar et la rebaptise Red Bull Racing la saison suivante. Mais ce n'est pas cette histoire que je veux vous raconter. Celle que je veux vous raconter, elle concerne cet homme et le sport le plus populaire au monde, le football. Parce que Dietrich Mateschitz, il a en tête un autre investissement pour augmenter la popularité de Red Bull. En avril 2005, il fait l'acquisition du club autrichien du SV Austria Salzbourg, qu'il renomme RB Salzbourg pour Red Bull. Il ne le sait peut-être pas, mais cet homme s'apprête à changer le cours de l'histoire du football. En fait, Dietrich Mateschitz a un plan bien rodé pour faire de Red Bull une marque que l'on voit absolument partout. Il ne compte pas seulement sur un club en Autriche, il veut en gérer plusieurs sur différents continents et qu'ils soient performants. C'est pour ça que dans les années qui suivent le lancement du Red Bull Salzbourg, l'entreprise lance ou investit dans plusieurs autres clubs. Les Red Bulls de New York en 2006, le Rasenball Sport Leipzig en 2009, le FC Liefering en 2012, le RB Bragantino en 2019 et en 2024, le Paris Football Club. En créant son consortium de clubs, Red Bull va lancer un nouveau modèle dans le football mondial, la multipropriété. Un phénomène devenu presque une norme aujourd'hui, mais qui pose question à de nombreux niveaux. La multipropriété, ou MCO pour les anglophones, c'est le fait pour un propriétaire ou un groupe d'investisseurs de posséder plusieurs clubs. Ce modèle a commencé à émerger dans les années 2010, popularisé par les investissements de Red Bull d'un côté et du City Group, les propriétaires de Manchester City, de l'autre. Mais il a véritablement explosé à partir de 2021, lorsque de nombreux clubs en Europe ont cherché des moyens de financement pérennes afin de compenser les pertes liées à la crise du Covid-19. Regardez plutôt cette courbe. Il s'agit du nombre de clubs dans le monde concernés par la multipropriété. En 2010, au moment où Red Bull développe ses activités, ils étaient moins de 40 dans cette situation. Fin 2024, ils sont environ 380. Aujourd'hui, il y a en Europe plus de 70 modèles de multipropriété. En France, 11 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 en font partie, dont 3 dans des multipropriétés majoritaires, c'est-à-dire qu'un propriétaire détient plus de 50% d'au moins 2 équipes dans les 5 grands championnats. À l'heure actuelle, les investisseurs dans les multipropriétés sont majoritairement américains. Et ils ont un objectif, la rentabilité. L'objectif avec la multipropriété est simple, faire de l'argent. Et pour y arriver, ils ont 2 méthodes. D'abord, ils peuvent acheter plusieurs clubs de manière horizontale pour diversifier les investissements et avoir plus de chances de vendre des joueurs pour de fortes sommes à des clubs compétitifs. Ou bien, ils investissent dans plusieurs clubs de manière verticale afin de répartir les coûts en mutualisant les ressources, qui sont ici les joueurs et les indemnités de transfert. Pour bien comprendre comment ça marche, il faut imaginer une pyramide. Tenez, je vais vous fournir un exemple très concret qui nous vient directement du groupe Red Bull, celui du milieu de terrain hongrois Dominik Szoboszlai. À l'été 2017, il rejoint le Red Bull Salzbourg, qui le prête dans la foulée au FC Liefering. Il y passe 6 mois, puis revient au club. 3 ans plus tard, en janvier 2021, il est transféré au club phare de la galaxie Red Bull, Leipzig, pour 36 millions d'euros. Et 2 ans plus tard, il signe à Liverpool, contre 70 millions d'euros. Dominik Szoboszlai a coûté 500 000 euros à Red Bull en 2017, il leur aura au final rapporté 1400 fois plus. C'est là que se trouve la logique de rentabilité voulue par les systèmes de multipropriété. Les risques pris sont minimes, mais les rendements qu'ils peuvent avoir sont exponentiels. Pourtant, la multipropriété est bien loin du modèle vertueux qu'elle laisse paraître. La principale critique faite à la multipropriété en France, c'est d'accélérer le processus de désincarnation du football, en particulier auprès des supporters. Il dénonce une perte d'identité des clubs, diluée dans le contexte d'un groupe international dont les décideurs sont basés à des centaines de kilomètres de l'équipe dans laquelle ils investissent. Il n'y a pas de proximité. Ce sentiment de perte d'identité est aussi renforcé par l'absence de joueurs auxquels les spectateurs s'identifient,
puisque les joueurs ne signent plus pour marquer l'histoire d'un club et l'aider à progresser, mais simplement pour s'aguerrir eux-mêmes avant de rejoindre un club plus important. Puis il y a les conséquences de la multipropriété sur l'aspect purement sportif. Les intérêts sportifs du club subordonné sont sacrifiés sur l'autel des intérêts sportifs du club maître. Donc l'esclave obéit au maître et donc ça peut prendre la forme, par exemple, de mise à disposition de joueurs en cours de route, en cours de saison, etc. et qui déshabille le club esclave et au profit du club maître. Et donc on sacrifie un des compétiteurs au profit d'un autre. Dans certains cas, la multipropriété permet de contourner des règles ou des interdictions établies par des instances dirigeantes. Prenons l'exemple de l'Olympique Lyonnais, propriété de John Textor et du groupe Eagle. À l'été 2023, le club souhaite d'un côté recruter l'ailier ghanéen Ernest Nuamah, qui évolue alors dans le club danois de Nordjylland. Mais de l'autre, il est sous le coup de sanctions du gendarme financier du football français, la DNCG, qui encadre les indemnités de transfert et la masse salariale du club. John Textor va alors organiser un montage pour recruter le joueur. Ernest Nuamah va signer à Molenbeek, autre club de la Galaxy Eagle promu en D1 belge, contre 25 millions d'euros, soit 5 fois le budget total du club. Et il va être prêté dans la foulée à l'Olympique Lyonnais, où il signera définitivement un an plus tard. C'est ce qu'on pourrait appeler un transfert relais, une pratique interdite par la FIFA. Dans le cas d'Ernest Nuamah, la Fédération internationale a mené une enquête et n'a vu aucun problème dans ce transfert. Mais si ces mouvements viennent à se multiplier, cela fait craindre une perte d'équité et d'intégrité d'un championnat. Quelle valeur auraient alors encore les instances décisionnaires si les multipropriétés peuvent passer outre les sanctions sans être inquiétées? Cette question, c'est celle à laquelle se heurte ces dernières années l'UEFA, qui organise les compétitions européennes. Selon l'article 5 du règlement de la Ligue des Champions, personne ne peut participer en même temps, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, à la gestion, à l'administration et aux activités sportives de plus d'un club prenant part à une compétition interclub de l'UEFA. Pour faire simple, deux clubs ayant le même actionnaire ne peuvent normalement pas figurer ensemble dans une même Coupe d'Europe. Je dis normalement, car dans les faits, c'est bien différent. Cette année, par exemple, il y avait en Ligue des Champions Manchester City et Gérone, tous deux possédés par le City Group Football. Les deux clubs ont pu participer à la compétition européenne en dépit du règlement de l'UEFA. Pour rendre cela possible, ils ont transféré une partie de leur part dans les clubs satellites à deux fonds fiduciaires sans droit de regard, et ils se sont engagés à ne pas se transférer ou se prêter de joueurs entre juillet 2024 et septembre 2025. Pourtant, Manchester City a enregistré en juillet 2024 l'arrivée d'un joueur, Savinho, qui évoluait la saison précédente à Gérone. Comment cela a-t-il été possible ? Eh bien, encore une fois, grâce à la multipropriété. L'attaquant brésilien était simplement prêté à Gérone par 3 à un autre club appartenant au City Group, qui l'a ensuite transféré à Manchester City. Pour l'UEFA, le règlement a donc été respecté, même si les ficelles sont quand même grosses. Enfin, il reste une inconnue à la multipropriété. Que se passe-t-il si le groupe phare d'un projet se retrouve relégué ? La réponse nous sera peut-être apportée là encore par le City Group. Sa tête de proue, Manchester City, est accusée de plus d'une centaine d'infractions aux règles du fair play financier de la Première Ligue. Si elle est jugée coupable, elle risque jusqu'à la relégation. Par ricochet, les conséquences économiques d'un tel verdict risquent de ne pas concerner uniquement le club anglais, mais aussi tous les autres membres du City Group.